Au terme de sa dernière expédition, Christophe Colomb aborde cette côte d'Amérique centrale. Il raconte avoir découvert un nouvel Eldorado, ce qui valut à ce territoire le nom de Costa Rica, la côte riche. Les promesses de Christophe Colomb se révéleront vaines, point d'or en abondance. Pourtant, la richesse du Costa Rica est bien réelle. On ne la trouve pas dans le sous-sol, mais dans la remarquable diversité de la nature. Jean-Jacques Gozard a une passion dévorante, l'observation de la nature. Il a abandonné son officine de pharmacie pour parcourir la planète à la recherche des espèces animales et végétales les plus rares. Il s'est fixé au Costa Rica depuis une quinzaine d'années. Jean-Jacques est avant tout un spécialiste reconnu de l'observation des oiseaux. Il a créé une agence qui organise des circuits ornithologiques. Il a rendez-vous avec un jeune ornitho pour une séance d'observation dans la canopée. Tiens, c'est pas un trop grand ça? Ouais, ouais, ouais. C'est lequel? Trop grand Masséna. Masséna. Bec rouge, la queue grise, uniforme. Là, j'entends le pic de puceron, je crois. Oui, oui. Je vais essayer de l'appeler. Il vient de voler là. Il vient de voler juste là. Au-dessus, tu vois que c'est croque-pierre là? Ouais. Juste au-dessus, en arrière-plan, dans l'autre arbre. Enfin, regarde, je vais te le pointer. Tu vois le point vert? Ouais, je vois. Juste au-dessus. C'est là? Ouais, ouais. Ok. Bien, j'ai choisi le Costa Rica, ça fait maintenant une quinzaine d'années que je suis installé ici. Parce que depuis tout jeune, je suis un amoureux de la nature, un passionné d'oiseaux. Donc pour moi, c'était le pays rêvé pour m'installer. De plus, c'est un pays remarquablement stable politiquement, et ce depuis longtemps. C'est un pays qui n'a pas d'armée depuis 1948 maintenant. C'est un pays qui est en train d'accomplir maintenant sa révolution verte avec succès. Et puis bien sûr, donc un pays qui offre une biodiversité exceptionnelle. Dans le cas des oiseaux, quasiment 10% de la vie faune planétaire est au Costa Rica. Trogon. Un autre trogon qui chante. Tiens, les singes, regarde là-bas. Ils se rapprochent. Ils se rapprochent au fond. Ah ouais, ouais, c'est des coquilles. Une bande là.
Jean-Jacques et son client choisissent d'emprunter le chemin de câble aménagé dans la canopée qui, d'arbre en arbre, permet de rejoindre la terre ferme. Édifié sur les rives du Rio Pacuaré et adossé à une réserve privée, le lodge est une oasis dans la jungle. Ça a beaucoup changé ici. Oui, nous avons ce nouveau bâtiment, avec un restaurant, la cuisine, nous avons une cave à vin et la salle de repos. Et tout ça avec la même philosophie. Exactement, nous nous gérons selon une philosophie de durabilité. Nous avons l'appellation d'Ecolodge. Par exemple, nous n'avons pas d'électricité dans nos bâtiments principaux, ni dans nos chambres. De plus, nous produisons notre propre électricité pour ce qui est de la cuisine et pour tout ce qui concerne l'éclairage extérieur au moyen d'un hydrogénérateur qui nous permet d'avoir et de produire un type d'énergie propre. Dans tous les bungalows, nous avons également installé des panneaux solaires pour garantir l'eau chaude à nos clients. De plus, l'eau que nous avons est une eau potable qui vient des montagnes. C'est une eau 100% naturelle. L'idée, c'est de rester intime, faire un site exclusif pour nos clients, ne pas avoir beaucoup de gens. Le Rio Pacuaré est l'un des 5 fleuves les plus réputés au monde en matière de rafting. Les touristes avides de sports d'eau vive et d'aventures naturelles peuvent arriver et repartir du lodge en empruntant le Rio. Un barrage hydroélectrique devait voir le jour à la fin des années 80. La montée des eaux aurait noyé une grande partie de la forêt tropicale et condamné définitivement les rapides. Des riverains du fleuve, des associations de rafteurs et d'écologistes réussirent à faire annuler le projet grâce à une étude d'impact environnemental. C'était la première fois dans l'histoire qu'une telle étude était réalisée.
Le fleuve Pacuaré rejoint la mer des Caraïbes à l'est du pays. Cette côte s'étire sur 190 km de long entre le Nicaragua et le Panama. Une frange littorale de sable fin qui s'étale en demi-lune autour de l'océan. Entre forêt tropicale et océan, les petites plages frangées de cocotiers succèdent aux petites plages. La carte postale est complète. La côte Caraïbe attire un tourisme familial et bon enfant. Les vacanciers, locaux ou étrangers, décontractés, viennent pour jouir de la qualité des eaux de baignade et pour des spots de surf réputés. You are dreaming about a girl, about this girl you were king on the seashore. Be right now, just right now, everything you wanna be in the picture right now. It is. Be right now. Des vacanciers à petit budget, voyageurs sac au dos, apprécient une ambiance tranquille. Ici, on recherche de petits hôtels, de petits restaurants, des bars où l'on peut converser avec le patron. On est bien loin du tourisme de masse. En grande partie peuplée par les descendants d'immigrants jamaïcains venus travailler dans les plantations de bananes, les petites cités de la côte vivent au rythme du reggae et de la salsa. Lieu de mélange de diverses communautés, on parle l'espagnol, l'anglais ou le créole, et même d'anciennes langues amérindiennes. Si on ressent une envie d'aventure, rien de tel qu'une escapade à quelques encablures de la côte, au cœur de la cordillère de Talamanca, où vivent les Indiens Bribri. Le pays ne compte plus que 40 000 Indiens. Ils sont regroupés dans des réserves et mènent une existence très marginalisée. Ils n'ont d'ailleurs obtenu la citoyenneté costaricienne qu'en 1992 et le droit de vote en 1994. La petite communauté des Indiens Bribri de Yorkine vivait plus ou moins bien de la culture de la banane et du cacao. Les familles ont pris en main leur destinée sous la houlette de Guillermo et de son épouse. Ils ont créé un lodge pour accueillir des touristes. Tout a commencé à prendre forme en 1997, quand nous avons acheté ce lopin de terre. Nous avons réfléchi à un projet en fonction de nos capacités. Nous avons évalué nos besoins pour tirer parti de cette ancienne plantation de bananes et de cacao. Nous avons cherché des emprunts et grâce à Dieu, nous y sommes arrivés.
Les gens arrivent petit à petit et nous pensons nous agrandir. Ici, quand les chambres du bas sont pleines, on peut recevoir également dans des tentes spécialement prévues pour les touristes. Et quand nous leur demandons le matin comment ils ont dormi, ils nous répondent « Très bien ». Je me pose la question et je leur demande « Mais c'est vrai, c'est la vérité ?» Moi, je ne parle pas anglais. Alors je demande à mon fils. Mon fils, lui, il parle anglais. Et il me dit « Si, si, ils disent la vérité, ils ont bien dormi. » Ici, les touristes deviennent tout de suite des hôtes, des invités. On vient pour partager l'ambiance familiale de la petite communauté. Les Indiens sont fiers de montrer leur mode de vie et leurs traditions. Je goûte. C'est sucré. Oui, c'est un peu sucré. Si vous croquez la graine, ça va avoir un goût amer. Mais si vous la sucez seulement, ça sera sucré. Le chocolat préparé à partir des cabosses de cacao du verger est la boisson traditionnelle des Bribri. Avec cette pierre, nous allons enlever toute la peau du cacao. Ça, c'est la peau, ça, c'est la graine. Le cacao est cultivé depuis plus de 3000 ans en Amérique centrale. Les graines ont même servi de monnaie dans les échanges commerciaux. Chez les Aztèques et les Mayas, on consommait le chocolat lors des cérémonies rituelles. Et voilà, le chocolat est prêt à servir. ¿Le ha gustado? Sí, muy bueno. Me acuerdo mi país, Bélgica. Sí. Es un país de chocolate, ¿sabes? No, no sabía. Au cœur de ce petit pays de 120 km de large, se dresse une haute muraille. La cordillère centrale est une longue épine dorsale de volcans encore actifs. C'est une terre encore frémissante sous la poussée de deux plaques tectoniques qui s'entrechoquent dans les profondeurs du sous-sol. Parcs nationaux ou réserves forestières se succèdent presque sans interruption.
La forêt des mousses pousse sur les plus hautes cimes du pays. Les arbres géants capturent les nuages et se nourrissent de leur humidité. La réserve de Nectandra préserve cet écosystème original. C'est la dernière création d'un éminent biologiste, Don Álvaro Ugalde. Ceci est un stratagème élaboré par la plante au cours de son développement pour attirer les oiseaux. Les colibris qui viennent polliniser les petites fleurs ne les voient pas quand ils volent. Mais ils voient cette couleur. Ils croient que c'est une fleur, viennent et découvrent enfin la fleur à polliniser. Les costariciens appellent cette plante le sang du Christ. Don Álvaro est le père des parcs naturels, un des hommes à l'origine de la révolution verte du Costa Rica. Le magazine Time l'a élu en 1999 un des principaux écologistes du siècle. Nous autres costariciens, nous étions prêts pour ce pas, qui était un pas gigantesque pour le Costa Rica. Depuis tant d'années que l'on détruisait la nature, que l'on se servait d'elle et du bois comme d'une mine en le coupant. Mais l'étape suivante n'était plus d'exploiter la forêt, mais de l'administrer. En 40 ans, nous sommes arrivés à transformer en parc national, ou équivalent, près de 30% du Costa Rica. Et nous continuons l'expansion. Voyage dans l'extrémité sud-ouest du pays. Le Golfo Dulce est une mer intérieure tranquille qui s'ouvre sur le Pacifique. Une mer où viennent se reproduire nombre de mammifères marins. La forêt tropicale humide colonise les rives jusqu'à se noyer dans les eaux calmes et tranquilles du Golfe. Très sauvage, l'endroit se prête à merveille à des programmes de préservation de la nature. Uniquement accessible en bateau, la Casa Orchideas, maison des orchidées, un conservatoire botanique qui regroupe une large variété d'arbres, de végétaux, de plantes condimentaires et ornementales. Cet arbre s'appelle l'achioté. Ce qui est rouge là, c'est le fruit. On peut l'ouvrir. Regardez ici. Les Indiens l'utilisaient pour se faire des peintures sur le corps. Aujourd'hui, on l'utilise comme colorant dans la cuisine. Par exemple, pour le riz et la viande. Cette plante est de la famille du gingembre. Il y a de l'eau dedans. C'est comme du savon. Ça sent très bon.
Ce ne sont qu'Heliconia, Broméliacées, Amaryllis et une centaine d'orchidées. Un jardin extraordinaire de plantes sélectionnées parmi les 12 000 espèces végétales inventoriées au Costa Rica. À côté de la réserve botanique, le zoo AV. Cette fondation pour la restauration de la nature pilote un projet de réintroduction du grand ara rouge. Le grand ara rouge a été victime d'un braconnage intense pour alimenter le commerce d'animaux de compagnie et le trafic des plumes. Les animaux qui vont être relâchés dans la nature sont identifiés et répertoriés. Raoul Fournier-Zepeda assure la direction du centre de réintroduction. Le but de ce projet est de faire se reproduire des animaux en danger d'extinction, afin de repeupler des zones où ces derniers se trouvaient à l'origine. C'est ce que nous faisons avec l'ara rouge. Les aras que nous utilisons pour la reproduction viennent tous de saisies réalisées par le MINAE, le ministère de l'Environnement, mais aussi de donations de particuliers, de personnes qui ont conscience que ce n'est pas bien d'avoir des animaux. Alors ils nous les donnent et nous les utilisons comme reproducteurs. L'alimentation que nous fournissons va en diminuant, pour que les aras apprennent à vivre seuls. Et nous avons observé que certains vivent maintenant à 30 km du site, et qu'ils ne reviennent plus ici. En route pour la côte Pacifique. Le petit avion de tourisme
survole une zone de mangroves. C'est une forêt inondable au rythme des marées. Lieu de reproduction des poissons, c'est aussi le royaume des reptiles, des crocodiles et des caïmans. Le parc du Corcovado protège ce biotope qui joue un rôle important dans l'équilibre écologique. Il préserve aussi la dernière grande forêt tropicale pacifique d'Amérique centrale. C'est l'une des réserves les plus difficilement accessibles du Costa Rica. Jean-Jacques Gozard, notre ornithologue, toujours avide de compléter ses observations, se pose sur la piste de brousse du poste de garde de la Sirena, situé sur la côte, en bordure du parc. La naissance du Corcovado ne s'est pas faite sans douleur. Lors de la création du parc, l'administration a dû résoudre des problèmes de déforestation illégale et de braconnage. Des chercheurs d'or vivaient avec leurs familles à l'intérieur du parc. Lorsqu'on décida de créer le parc, je suis venu travailler ici. La date exacte est le 6 mars 1986, par hasard le même jour que le passage de la comète de Halley. Je vous raconte tout ça parce que j'ai tout vu de mes yeux vus, et en couleur. Et à partir de cette date, il a été interdit de rentrer dans le parc. Bon, il peut y en avoir encore, mais c'est interdit. Ces derniers chercheurs d'or sont tolérés dans la zone limitrophe du parc, à condition de ne pas utiliser de mercure pour amalgamer les précieuses paillettes. Ceci afin d'éviter des rejets toxiques dans la rivière. Le parc borde une plage déserte de 46 km de long, fréquentée par les tortues à la saison de la ponte. Les différents biotopes du Corcovado s'étagent sur 46 000 hectares depuis le niveau de la mer jusqu'à la zone de moyenne montagne. Le Luna Lodge domine la côte pacifique. C'est un point de départ pour des randonnées dans le parc du Corcovado. Hey, Lana. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. ¿Algo? Quelque chose de spécial, hein?
Oui, j'ai pu observer un cotinga turquoise. Magnifique. Lana Wedmore a exercé toutes sortes de métiers. Monitrice de ski au Colorado, professeur de voile en Australie, guide et voyagiste. Elle a finalement posé son sac au Costa Rica. Je travaillais pour une agence de tourisme il y a longtemps et je vendais le Corcovado. J'ai dit à mon patron qu'il fallait que j'aille voir ce Corcovado que je vendais aux gens. Je ne pouvais pas vendre un endroit sans savoir comment il est. J'avais pourtant voyagé tout autour du monde, j'avais vu plein d'endroits, mais là je suis tombée amoureuse. Alors j'ai dit à mon patron que je voulais venir travailler ici. Ça a toujours été mon objectif et mon rêve d'avoir mon propre hôtel ou vivre avec la nature. La première fois que je suis venue, je suis tombée amoureuse des gens, de la nature, du pays tout entier. C'est pour cela que je suis toujours là. Cela fait 27 ans que je suis au Costa Rica. Lana a consacré 3 ans de sa vie pour construire son hôtel dans cet endroit retiré. 3 ans pour réaliser son rêve. Some water? Yeah, thank you very much. You're welcome. Cheers. How was your trip? Excellent. Thanks. Sí, gracias. Gracias. How are you, hike? Good. Muy buena. Qué bueno. Nous sommes à 300 mètres au-dessus de la mer. Nous sommes sur un plateau à côté du Corcovado, dans une réserve entourée de montagnes. C'est incroyable, on vit en harmonie avec la nature. Et c'est ce que les gens trouvent ici. Fierté du Costa Rica, le parc du Corcovado a posé sa candidature pour être classé au patrimoine mondial de l'humanité. Le Costa Rica, qui a commencé sa révolution verte il y a plus de 40 ans, est aujourd'hui considéré comme un des modèles incontestés de la protection environnementale. Les 2/3 des touristes qui viennent au Costa Rica visitent au moins 1 à 2 réserves, et nombreux sont ceux qui ne viennent que pour l'observation de la nature. On a ici la grenouille yeux rouge, la Galacnis calidrias.
C'est une grenouille nocturne. Donc là, je l'ai réveillée. Grenouille nocturne, arboricole, bien sûr. Elle ne vit pas très haut, mais souvent dans les héliconias. Bah, c'est un emblème du pays, du Costa Rica. On la trouve un peu sur tous les t-shirts, toutes les cartes postales. Mais c'est aussi un emblème, elle et ses congénères amphibiens, en tant qu'indicateur de la bonne santé des écosystèmes, et notamment de l'eau. C'est quand même la pure nature au Costa Rica. Peut-être la remettre dans son milieu naturel avant qu'elle se déshydrate.